Et puis, on va attaquer la suite avec les Phoenix Suns. Je vais préparer un petit peu la transition euh, de mon côté, alors que je ne vous ai pas partagé tout ce qu'il y avait à partager, mais bon, c'est pas grave. On va passer du coup sur ces Phoenix Suns. Les Suns qui sortent, on peut le dire, d'une saison plus que réussie, encore plus par rapport à leurs attentes. Une frustration par rapport à leur finale perdue, certes, mais une saison réussie quand même, je pense on peut le dire. On peut pas vraiment taxer d'échec une saison pareille d'arrivée finaliste, alors que peu de monde les attendait à si haut niveau, même si personnellement c'était un petit peu ma wild card la saison passée, parce que j'aime beaucoup le roster de ces Suns. Le succès un petit peu le plus sexe de la ligue globalement, hein, même j'ai l'impression parfois devant les Bucks en termes de sex appeal, et Dieu sait si Jordan s'y connaît un rayon là-dedans, vous le voyez avec sa profile picture de Kelly Oubre Jr. Bon, tout simplement, hein, tous les ingrédients, voilà, de cette success story. La jeune superstar moquée à cause de son scoring dans la défaite, hein. Devin Booker était très critiqué pour être un joueur uniquement de stats et qui ne faisait pas peut-être avancer son équipe. Un vieux vétéran qui portait la guigne en la personne de CP3, de Chris Paul, qui enfin réussissait à toucher du doigt le succès collectif, alors qu'il ne manque que ça à son palmarès, et qui définitivement, une bonne fois pour toutes, faisait taire les critiques sur son aspect valuable, s'il en restait, mais elles étaient de toute façon de mauvaise foi quand on parle d'un meneur pareil. Et enfin, un jeune prospect qui s'épanouit et montre le potentiel d'une vraie star au poste de pivot, pour suppléer le tout en la personne de DeAndre Ayton. Ajouter à cela des joueurs attachants ou pas dans le rôle des 3&D, hein. Je sais que Jake Crowder est quelqu'un de très polarisant dans la ligue, hein, vu qu'il enchaîne les coups de pute, pour ne pas le dire autrement. Et puis tout ça dirigé par un coaching staff extrêmement compétent, intelligent, avec vraiment des systèmes de jeu très intéressants et très léchés. Ça nous fait, en plus d'une belle histoire, un vrai beau roster, une équipe très compétitive et un contender très sérieux au titre. Un roster qui, on va le voir, s'inscrit dans la continuité. Mais avant ça, messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce que je viens de dire, alors que Julien nous confirme, hein, l'image que peut avoir un Jay Crowder dans la ligue, et on ne répétera pas sa remarque. Dans cet effectif-là, donc, comme tu l'as dit, il y a du talent à revendre avec Booker et Chris Paul. Mais moi, j'aimerais surtout parler des autres petits jeunes qui ont step up et qui se sont trouvés un pur niveau et un très bon rôle. Michael Bridges, un des meilleurs défenseurs à son poste, très bon free and D, de bonnes cuts, une bonne vision de jeu. En défense, il est impressionnant, quoi. C'est la pierre angulaire du système des Suns. À côté de ça, t'as des jeunes intéressants aussi. T'as Cam Johnson qui a été drafté un peu haut il y a 2 ans, mais qui continue dans ce rôle-là d'espèce de arrière, tantôt arrière, tantôt ailier fort qui shoot super bien et qui est un parfait complément. Dario Saric, bien sûr, en fluidifiant. Et d'ailleurs, c'est son absence qui coûte très cher aux Suns avec son playmaking et sa bonne vision du jeu qui ont manqué. Et après, la spéciale, c'est Cameron Payne, quoi. Euh, Moi, je n'ai pas tellement vu venir le fait qu'il ait pu continuer après sa bulle dans ces perfs-là. C'est des joueurs qui sont précieux, en fait. C'est des joueurs de plancher, c'est des joueurs qui t'apportent et qui ont overachieve en playoff. Et c'est en partie comme ça que tu te retrouves en playoff, quoi. Il n'y a pas de hasard, mais c'est de la continuité, beaucoup de travail surtout. Ouais. Est-ce que Jordan, tu voudrais ajouter, tu aurais quelque chose à ajouter à cette intro avant de passer à la suite sur ces Suns? Non, ça a été une très très belle campagne de playoff l'an dernier, à mes dépens, en tant que fan des Lakers encore. Mais j'ai été très surpris par des joueurs comme Cameron Payne, Cam vient de le dire. Un peu moins par Chris Paul. Bien sûr, ouais. Je savais qu'il allait beaucoup apporter à cette équipe-là. Expérience. C'est ce qui manquait en fait à Booker et Ayton. Donc non, j'ai rien d'autre à ajouter pour cette introduction. Rien d'autre spécial. Ça a pas trop bougé cet été.
Donc, je te laisse continuer. Ouais, tout à fait, mais tu m'offres la transition parfaite. Ça a effectivement pas trop bougé cet été, on va le voir dans les in and out. Bien sûr, quand on est finaliste, on vise plutôt la continuité. Je vais pouvoir transitionner pour vous montrer notre preview et aller directement dans les notes. Alors que vous voyez, on s'est même pris le luxe de rajouter quelques vidéos dans cette preview que je vous invite à aller voir, bien sûr. Preview signée par Jérémy, si je ne m'abuse. Les in and out, le point sur le roster départ arrivé dans l'été. On a été extrêmement positif par rapport à ces Suns là, quant à leur niveau, quant à tout ce qu'ils ont pu avoir comme succès cet été en playoff. Malgré tout, je pense que tout cela est terminé puisqu'ils ont ils ont laissé partir plutôt le meilleur joueur de la ligue en la personne de Torrey Craig, bien évidemment, voilà. Sinon, on voit les départs de Tyshon Alexander, de Javon Carter, de Langston Galloway et d'Etwan Moore. A priori plus des backups, vous le voyez, des backups qui vont être remplacés, mais on va en parler juste après. Les arrivées de Chandler Hutchinson, de Javal McGee, d'Elfrid Payton et de Landry Shamet. Un été calme, si ce n'est les re-signatures de CP3, de Chris Paul, bien évidemment, au poste de meneur et qui a vraiment élevé le plancher de cette équipe à un niveau très, très élevé. CP3, Chris Paul donc qui signe pour 120 millions sur 4 ans. Alors à son âge ça peut faire beaucoup, voire beaucoup trop. Néanmoins il faut quand même un petit peu nuancer ce contrat, puisque la dernière année de ces 4 années est une team option, donc les Suns pourront la décliner si jamais le meneur est trop vieillissant, et puis la saison d'avant n'est pas complètement garantie, donc voilà, ça pose quand même quelques petits points, quelques petits cadres de sûreté par rapport à ce contrat. Et puis enfin, beaucoup plus récemment, puisqu'on a appris la nouvelle hier, si je ne m'abuse, la prolongation de Michael Bridges, 4 ans, 90 millions. Cam, tu me disais en off que tu pouvais un petit peu en parler parce que tu trouvais, et je suis d'accord avec toi, que c'était un très bon deal. Alors, c'est un très bon deal. Pourquoi? Parce que la réalité en NBA, surtout actuellement, c'est que tu as deux solutions quand tu es une équipe qui a un jeune qui sort de son contrat rookie. Soit tu lui mets un contrat sur le long terme, sur 5 ans, soit tu prends le pari de lui filer un contrat que de 2 ans, mais du coup, tu t'offres la possibilité à un contender ou à une équipe beaucoup plus attractive, coucou New York ou Los Angeles, de mettre la blinde sur un jeune à haut potentiel. Et forcément, en fait, la question s'est pas posée longtemps à Phoenix parce que l'apport de Bridges, il dépasse justement tout ce qu'on a dit avant ça. Le cap va augmenter, le joueur va continuer à progresser. Et en fait, il lui manque pas grand-chose à Bridges pour vraiment postuler à un très très haut niveau. Un peu plus de passes, un peu plus de variété Ouais, offensive, mais ça, en fait, ça vient avec le temps. ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, et clairement, en fait, le cap va augmenter et à ce tarif-là, ça va être un contrat très rentable. En plus, c'est un joueur qui ne se blesse pas. Enfin, je touche du bois en disant ça, mais il apporte une polyvalence et c'est le parfait complément entre Ayton, Booker et Chris Paul, ou pas d'ailleurs. Non, ouais, Donc clairement, c'est une je- très bonne affaire. je suis tout à fait d'accord avec toi, et je suis assez content que tu précises qu'effectivement il a encore en fait un potentiel upside. Alors on sait pas trop, mais en fait c'est déjà un trendy très solide, hein. Défensivement, on l'a vu les playoffs derniers à quel point en fait il pouvait apporter du bon, notamment, c'est pas Jordan qui me dira le contraire, face à LeBron James, et ça c'est quand même assez notable, hein. Je pense que quand on peut défendre LeBron James de manière Avec la correcte, grille. voilà, donc c'est déjà un très bon joueur, mais qui en plus peut-être postuler pour avoir des responsabilités offensives en plus, et peut-être n'a pas encore atteint son plafond de ce côté-là. Donc c'est effectivement une très bonne signature qui était attendue du côté des Suns, tout comme la re-signature d'Ayton. Vous avez vu que Cham demandait dans le chat avant de se voir répondre par Julien. Les Suns n'ont pas encore prolongé DeAndre Ayton. Ils ont jusqu'à ce soir pour le faire. Ça va être un débat, cette prolongation de Dayton, puisque
Il a vu beaucoup de ses camarades de draft signer des énormes contrats souvent au max pour 5 ans, max ou supermax pour certains d'entre eux, pour pouvoir toucher 207 millions sur 5 ans, 30% du cap, et d'autres seulement 25. En fait, c'est conditionné, hein, ce passage entre max et supermax. Il faut avoir soit être dans une All-NBA team, soit être élu MVP ou DPOY. C'est quoi votre avis sur ce sujet ? Julien voilà, parfaitement me tend la perche. Messieurs, Jordan, Camille, par rapport à DeAndre Ayton, cette prolongation, comment vous la sentez ? Est-ce qu'il mérite ce max rookie de 25% du cap sur 5 ans ? Ou est-ce que vous les imaginez qu'il puisse être envisagé à un moindre coût, peut-être pour les Suns en attendant qu'ils deviennent restricted free agent et voir les propositions des autres franchises pour les matcher. Qu'est-ce que vous pensez de la prolongation potentielle du jeune pivot ? Vas-y, Joe, ouvre le bal. Alors moi, de ce que j'ai vu des playoffs, des playoffs passés, bien sûr qu'il mérite ce max. J'ai envie de te dire, c'est ce qu'il va demander quoi qu'il en soit, quoi. Donc lui, il visera pas moins que ça. Et je pense que là, à l'heure qu'il est, c'est ce qu'il vaut, même s'ils attendent qu'il soit free agent, c'est ce que donneront les autres franchises également. Moi, j'étais très 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 surpris par Ayton lors des derniers playoffs. Je pense que c'est le joueur qui m'a le plus surpris du côté des Suns, parce que voir Booker, c'est faire ce qu'il fait, créer son shoot, mettre des points, avoir Chris Paul qui était là en tant qu'ajustant, etc. Franchement, est-ce que ça a surpris quelqu'un ? Je pense pas, hein. Par contre, Ayton, lui, qui va attaquer le cercle, tu vois, qui arrête ses conneries de se mettre dans le corner, d'essayer de tirer à 3 points, je sais pas quoi. Non, là, qui va, tu vois, qui va au mastic, qui va au cercle, qui va mettre des points importants. Tu vois, ça, c'est le Ayton que j'ai vu en playoff qui m'a surpris, et ça, c'est le Ayton qui, je pense, qu'il va continuer à faire ça maintenant. Je pense maintenant qu'il sait qu'il peut faire ça, il va continuer à le faire lors de la saison régulière. Je pense que globalement, bon, on va en parler plus tard du groupe, mais je pense que ouais, ce max il le mérite, et moi ça me surprendrait pas du tout. Je pense qu'il a vraiment acquis ce rôle de lieutenant derrière Booker. Je parle pas de Chris Paul parce que c'est un peu un cas à part, mais ouais, je pense tu peux pas lui donner moins. Je pense pas qu'il méritera moins quoi qu'il en soit, quoi. Vu ce qu'il a montré, je vois pas pourquoi il répéterait pas la performance qu'il a montré en playoff, quoi. Ouais, je compléterai avant ton avis, Cam, en disant que c'est vrai que les minutes, alors c'est aussi parce qu'ils étaient dégarnis avec la présence, enfin l'absence plutôt, de Dario Saric à l'intérieur, mais clairement, quand Ayton devait quitter le terrain, on a vu que les Suns subissaient énormément à l'intérieur, et à quel point en fait sa présence aussi était nécessaire, et du coup il a beaucoup joué ces derniers playoffs, sans doute trop. Il avait sans doute pas de backup en fait suffisamment bon pour pouvoir le reposer un minimum, et malgré ça il a montré vraiment un très haut niveau, et c'est vrai que pour ça en fait c'est toujours ce genre de performance en playoff qu'on attend pour savoir à quel point voilà, un plafond chez un joueur peut être élevé ou non. Ça semble être le cas pour Ayton qui a beaucoup prouvé ces playoffs derniers. Cam, est-ce que tu penses autrement, ou est-ce que tu imagines un peu comme nous que ce max il va être compliqué, difficile à ne pas proposer aux jeunes pivots? Ah, mais je pense en fait qu'il n'y a aucun débat, mais en fait que à la seconde où se pose la question, il faut le re-signer au max. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Il me rappelle beaucoup Patty Wing avec, pareil, ce côté très costaud, qui fait un peu foulant, mais par contre qui a un bon turnaround, qui a beaucoup de nouveaux postes et qui a une bonne agressivité. Et c'est le point sur lequel en fait il a le plus progressé. C'est, moi j'appelle ça l'effet Chris Paul. C'est Chris Paul, si vous regardez historiquement, peu importe où il va, il transforme les pivots qu'il a en fait, soit en All-Star, soit en Deep-Boy avec de nombreux bons résultats. Et Ayton, il a eu du mal en saison régulière à trouver son rôle, comme Jordan l'a dit, est-ce que je prends des mi-distances, est-ce que je reste à 3 points? Arrivé en playoff, c'était simple, hein, c'était un écran, on le nourrit au poste, ou alors il va rouler. Et il le fait très bien en fait. Il le fait très très bien parce qu'il a tout le bagage technique et physique pour le faire. Et à côté de ça, en défense, il est très sérieux. Et la seule chose qu'il fallait pour qu'il progresse, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui faire une autre passe.
C'est pour ça Chris Paul d'ailleurs est signé au-delà de faire progresser Booker, c'est pour Ouais. reloguer son pivot. Et que ce soit avec ou sans Chris Paul, je vois pas dans quel scénario en fait il pourra pas continuer à faire du 20-10 avec deux contre quoi. Et Je ils suis sortent des très d'accord, ouais. bons playoffs. Il est énorme en fait, même jusqu'en finale, hein. Ils sont, enfin l'alley-oop que Giannis contre malheureusement c'est un peu la série, mais en dehors de ça il est très sérieux Oui, et et puis, et clairement puis, et puis on veut pas vraiment lui reprocher de s'être fait contrer par Yanis, c'est Yanis qui non. sort un truc monstrueux. C'est pas vraiment sa faute à Je lui. crois que c'est au match 4 où il sort peut-être 2 minutes et en fait l'équipe prend la race et clairement en fait Ouais. il est déjà très précieux. Et comme tu l'as dit avant, comme la plupart des jeunes de sa draft qui ont des gros contrats, de toute façon c'est pas compliqué, tu le laisses, si tu joues 30 secondes, il va sûrement mal le prendre et c'est légitime quoi. Il est trop important. Le joueur le sait, la franchise aussi. Et c'est l'âme de l'équipe, je pense, N'hésitez pas à nous, sans rentrer dans un débat philosophique. N'hésitez pas à nous dire dans le chat hein, si au contraire vous vous dites que le max pour DeAndre Ayton serait trop payé. Bien sûr, on pourra en débattre Là, un petit peu. j'étais en train de regarder où en étaient les discussions, tu sais, entre les Suns et Ayton, Ouais. parce que j'avais pas trop suivi ça. Et apparemment, lui, il s'est plaint des Suns qui prennent trop leur temps et du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord. Et il Ouais. demande à ce qu'on le respecte, quoi. Et je pense qu'il a raison, quoi. Mais c'est la Je veux dire, difficulté, c'est la difficulté de ce. tu vas chercher quoi à faire ça, à attendre qu'il soit Non, mais si, parce restricted qu'en free fait, agent. non, mais si, parce qu'en fait, Tu vas mettre ton jeune joueur à l'envers ouais, mais c'est ça le problème. Oui, mais alors que tu sors d'une finale où ils étaient ça, je suis d'accord. à vraiment rien d'être champion. Ouais, Je veux dire, mais le max, quoi qu'il en soit, comme il dit Camille, c'est un mec qui va, quoi qu'il en soit, Chris Paul ou pas Chris Paul, qui va planter ses 20-10 et qui va peser maintenant. Tu sens que le mec, il a passé une étape lors de ses playoffs. Gros, qu'est-ce que tu vas faire à dire non, mais on va non, attendre que tu alors sois. attends, je suis d'accord. Ça risque de plomber ta dynamique alors que tu fais tous les bons choix Je pendant suis l'été d'accord jusqu'à un en certain re-signant point. Chris Paul et tout. Parce que les franchises sont. Enfin, les franchises, en fait, le seul levier qu'ont les franchises, en fait, dans ces contrats rookies, où les rookies sont bons, etc., avec cette inflation vraiment vers le max, quand même, après, il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. Et je pense que, voilà, on peut en discuter, voilà, moi je suis assez d'accord pour dire qu'il le mérite plutôt. Néanmoins, en fait, le seul truc, en fait, pour les franchises, normalement, ils ont le pouvoir dans le sens par rapport à ces rookies-là, et c'est normal, et c'est pour le coup, je trouve bien, pas pour que les franchises n'aient pas forcément la main sur les autres contrats. Les contrats, voilà, troisième contrat, entre deuxième et troisième contrat, et les contrats suivants, je suis pour qu'il y ait un pouvoir aux joueurs. Maintenant, les contrats rookies, c'est un peu particulier parce que pour les franchises, en fait, qui sont très mal ou qui ne peuvent pas en fait construire via la free agency, parce que pas d'attractivité en termes de marché, parce que plein de raisons X ou Y, il faut qu'elles puissent conserver leur rookie au-delà de 4 ans, parce que parfois 4 ans ça ne suffit pas en fait pour voilà, avoir tout le potentiel d'un rookie ou pour construire autour de lui pour être contender pour le titre. C'est extrêmement court 4 ans. Donc du coup il faut qu'elles puissent les prolonger. Pour qu'elles puissent les prolonger, elles ont la main jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait à la fin du contrat rookie, en fait les rookies deviennent restricted free agents s'ils n'ont pas eu de prolongation de contrat jusque-là, et donc du coup la franchise peut matcher les salaires ou les offres que d'autres franchises feraient à leurs rookies pour pouvoir malgré tout le retenir. Je comprends en fait l'aspect où les joueurs peuvent se sentir blessés par rapport à ça ou autre. Néanmoins, en fait, c'est une circonstance potentielle, enfin, c'est une option, pardon, un outil potentiel pour les franchises qui est très important pour qu'elles ne soient pas contraintes de surpayer en fait tous leurs rookies, du coup, qu'ils pourraient demander. Je suis tout à fait d'accord avec toi en soi avec cet outil-là, tu vois. Mais dans le cas d'Ayton, je pense que c'est. Après, c'est un joueur professionnel. Là, on parle de son ego, de son humeur, etc. Je pense pas que même s'il le prolonge pas ce soir, que ça va vachement impacter ses performances. Ça reste des joueurs pros et qui sont dans la compétition, qui sont très J'espère. compétitifs. Mais j'ai envie de te dire, voilà, tu dis les 4 ans, je pense que là, on a vu quand même le joueur évoluer lors de ces dernières années. On sait de quoi il est capable. Bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment brasser de l'air de pas le signer maintenant. Après, tu sais, je suis pas GM et je sais pas à quoi le front office des Suns pense, Il faut mais que je, moi, c'est juste mon avis, tu vois. j'avoue que j'ai pas regardé le. L'outil en lui-même, bah, je crois qu'ils vont passer à la luxury tax. Voilà, c'est ça aussi. Ouais,
Je suis même pas sûr s'ils sont pas passés au-dessus de la luxury tax avec le contrat de De Bridge Michael déjà. Bridges. Faudrait que je regarde leur cap. J'ai pas regardé. Avant les signatures, ils étaient bien, ils étaient pas dans le rouge, c'est tout ce que je sais. Tom Krabs nous dit il n'est pas indispensable à l'équipe, à son avis, Aimo. C'est possible de trouver jeune meilleur pivot à moyen terme. S'il n'avait pas, pas pris son rebond volé par CP3, je l'aurais respecté, mais il m'a prouvé qu'il avait zéro mental. Oh là, ça c'est peut-être un petit peu. Franchement, un petit peu dur comme jugement. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs de dire ça quand même. Je pense que vraiment il a prouvé lors de ses playoffs. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup suivi, surtout dans la série contre les Lakers, parce que j'ai regardé les Lakers avec beaucoup d'attention. Franchement, de ce que j'ai vu de Ayton, j'ai été vachement bluffé, quoi. Alors, pour moi, cette année, on peut pas dire c'est l'effet bulle. Tu vois, là, vraiment, il était en condition playoff. C'était des vrais playoffs. Et on a vu ce qu'il avait dans le ventre. Et je pense pas que. Il s'est écroulé à partir de 0-2 en finale. Alors, moi, alors écroulé, je trouve ça un petit peu fort. Attends, franchement, écroulé, c'est fort. On parle de la plupart des joueurs, c'était. Non, c'était tous leur première finale, non? C'est ça? Oui. À part Crowder. Il y a peut-être ce que j'allais dire, voilà. Crowder. Voilà, à part Crowder, mais sinon c'était franchement Booker, Ayton, c'est leur première finale. Alors certes. Et puis non, mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a un vrai facteur physique. On peut pas lui en vouloir. Il y a un vrai facteur repos. D'avoir perdu en finale, tu vois. Et puis moi, il y a un vrai facteur physique. Il y a vraiment un facteur physique et repos pour Ayton qui a beaucoup joué. Tu l'as dit, dès qu'il sortait, c'était pas catastrophique. Et donc du coup, je pense qu'il tirait un peu la langue sur la fin. C'est aussi beaucoup ça. Et en plus, face à une équipe des Bucks qui en plus a élevé le défi physique vis-à-vis de ces Suns-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Je trouve que t'es un petit peu dur, Tom Krabs, dans ton quand t'as Yannis sur ton cul, excuse-moi, mais après non, mais moi je suis content. Tom Krabs il nous dit je nous fais l'avocat du diable et tu as tout à fait raison. Non mais c'est bien, il faut qu'il y ait un petit peu de débat. Julien précise, c'est même pas première finale, c'est premier playoff. C'est vrai, tu vois, c'est vrai. Attends, Julien a raison de préciser ça. C'est là où tu dis bon voilà, attends, les mecs ils font des finales. Alors certes, peut-être que mentalement ils ont peut-être dû craquer à un moment, etc. Mais dire que tu peux trouver qu'il est pas indispensable à cette équipe-là après ce qu'il a fait en playoff et après avoir vu l'équipe sans Ayton sur le terrain, comme tu l'as dit tout à l'heure, Clément. Je pense que là, c'est allé peut-être un peu trop loin. Après, je respecte l'avis de tout le monde. Certaines personnes peuvent penser qu'ils méritent pas le max et que. Mais franchement, moi, dans la ligue actuelle, je vois pas ce que tu pourrais trouver de mieux pour les Suns, tu vois. Cham Général nous dit, en tout cas, je trouve que la décision d'attendre avant de le prolonger peut créer quelques problèmes entre lui et son front office, donc il devrait se passer. Ils sont finalistes quand même. Et je rebondis sur ton commentaire. C'est le même problème. Ouais. Je rebondis sur ton commentaire, Cham Général, pour avancer un petit peu dans la preview et poser aussi ce truc-là, c'est-à-dire ils sont finalistes et finalement, est-ce que leur timeline c'est pas le win now à tout prix finalement, et donc du coup ne pas vraiment trop tergiverser pour cette re-signature, puisque la fenêtre de Chris Paul se ferme. On a beau dire qu'il est exceptionnel et qu'il a fait vraiment une super saison la saison passée, la timeline de CP3 commence à se fermer. Moi j'en parlais pour vous dire sur Basket Catéchisme, à qui je fais le big up encore une fois, n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitch, on peut aller parler de temps en temps chez eux également. Big up. Big up. Et on recevait Hugo pour la preview du hit. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller la voir aussi. J'en parlais un petit peu pour dire qu'on l'a vu en finale notamment, CP3 qui était aussi impacté, qui pouvait se faire plus impacter physiquement, qui notamment ne drivait plus du tout vers le cercle, s'arrêtait systématiquement au mid-range. Alors il est excellent dans ce mid-range, c'est peut-être un des meilleurs de la ligue en termes d'efficacité dans ce spot-là, et notamment dans le elbow spot. Donc il n'y a pas de souci à terme. Malgré tout, on voit en fait, on commence à voir des petits problèmes, alors que j'ai eu une petite perte d'image, mais tout va bien, tout est revenu dans l'ordre. On commence à voir quelques signes de vieillissement. Finalement, ces Suns-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils gagnent maintenant? Et donc pour ça, il faut qu'ils puissent vraiment aligner le meilleur roster possible. Et pour ça, du coup, peut-être ne pas trop tergiverser par rapport à cette re-signature de Ayton, potentiellement payer la taxe, parce qu'il y a une fenêtre qui peut-être se fermera avec le vieillissement de Chris Paul. Et ce sera aussi la nécessité pour eux, du coup, de faire une très bonne SR, une très bonne saison régulière pour pouvoir se placer dans les meilleurs spots pour les playoffs.
potentiellement affronter une équipe qui sortirait du play-in, ce serait un avantage potentiel certain, après eux s'être reposés et être bien en forme, et puis affronter peut-être une équipe un petit peu plus faible, même si tout est relatif à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'ils assurent la saison régulière. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Je voulais essayer de trouver une transition par rapport au changement dans le roster. Ils ont peut-être un petit peu perdu à l'arrière en termes de défense. Néanmoins, ils prennent Elfrid Payton et Landry Shamet. Alors Landry Shamet qui apportera du shoot, et ça, je pense que pour un contender, de toute façon, ce n'est jamais, il n'y a jamais assez de potentiel shooter, puisque ça peut très vite débloquer un match, notamment en playoff ou quoi, un sixième homme sorti du chapeau. Déjà qu'ils étaient déjà assez violents à ce niveau-là. Totalement, ils étaient déjà. Alors, ça... mais c'est pour ça que je dis, il n'y en a jamais assez, vraiment. C'est que, il n'y en a jamais assez, ouais. Voilà, on peut toujours prendre dans ce genre de roster. Elfrid Payton qui, lui, c'est peut-être un profil peut-être un petit peu moins valuable, mais qui néanmoins, moi je voulais un petit peu mettre la lumière sur leur sixième homme qui a fait une saison incroyable, Cameron Payne, la saison passée, qui je trouve est bien Elfrid Payton en troisième meneur pour potentiellement, et je ne le souhaite pas du tout aux Suns fans, suppléer Cameron Payne, qui a fait une saison incroyable, mais qui n'était vraiment pas attendu du tout à ce niveau-là. Ça a été une des résurrections de l'année, ça a été assez incroyable de le voir à ce niveau, et qui, moi je pose la question, est-ce qu'il pourra réitérer un exercice aussi bon? Je l'espère pour eux, pour les Suns et pour lui. Maintenant, je suis un petit peu dubitatif. Je me dis, vu la progression, je serais surpris quand même. J'ai l'impression qu'il était un petit peu en sur-régime la saison passée. Donc, voilà. Je pense qu'être dubitatif, t'as le droit, hein, franchement, vu que son éclosion a été tardive, hein, c'est le mot qu'on puisse dire. Après, je pense que ça, dans les équipes dont on va parler, dont on parle maintenant, c'est-à-dire les Suns et après le Jazz, ces équipes, on les attend, allez, on va pas mentir, top 3 à l'Ouest, c'est ça? Ouais. Minimum. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser après, c'est ce que ça va donner en playoff. Là, pendant la saison régulière, moi, ce que j'attends, c'est de voir Ah, alors que je t'ai perdu, Jordan. Pour cela, il faut que Cameron Payne, il faut que Devin Booker, qui reste très jeune, il faut qu'ils arrivent à tenir la baraque avec un CP3 qui, malgré tout, vieillit, t'en parlais, qui a une fenêtre qui se rétrécit. Donc, j'espère vraiment que Cameron Payne va continuer sur cette lancée, mais comme tu dis, vraiment, c'est pas dit du tout, tu vois. Il y a pas mal de joueurs qui, sur des courtes périodes vont faire des bonnes performances, mais après sur une saison à 82 matchs, avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire la fatigue, les blessures, etc., est-ce qu'il va garder cette cadence-là? Autre arrivée, je suis moins sûr. Autre arrivée pour ces Suns-là, et on en parlait un petit peu par rapport au manque de backup avec la blessure de Dario Saric, malheureusement, c'est Javel McGee, que tu as connu aux Lakers, Jordan. Et qui et qui va apporter dans son rôle de backup potentiel, pour quelques minutes en playoff, pour décharger un petit peu Ayton, et ça c'est plutôt une bonne signature aussi en vue des playoffs. Je vais relire le chat un petit peu parce qu'il y a des très bons ajouts. Ça va parler un peu que Julien notamment nous dit des choses très intéressantes, déjà sur Cameron Payne, c'est par rapport à nos interrogations. Il y a deux choses pour lui qui rendent cette saison de campagne plus tangible que pour nous ou que pour moi. C'est de dire, le bon signe, c'est justement que c'était toute la saison, pas un éclair de 2 mois, et ça c'est vrai. Il a réussi à maintenir, et même en playoff, hein, on a vu des belles choses. En playoff, pendant l'absence de Chris Paul, il a été incroyable. Ouais. Donc c'est vrai que ça a tendance à. C'était incroyable. On peut avoir tendance à penser que ça a pérennisé la chose. Alors que comme vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Si je peux me permettre de rebondir, en fait, Cameron Payne, il a été bon parce qu'en fait, ils ont dilué sa responsabilité quand il était sur le terrain. Et c'est qu'en fait, c'est pas un meneur qui va te tenir la balle pendant 40 minutes.
Mais si tu mets des bons passeurs autour de lui, en fait, du coup, la responsabilité du ball handling se dilue et c'est ce Ouais. qui fait qu'après, parce qu'il est polyvalent, il a un bon shoot, il drive assez bien, etc. Et le fait d'avoir toujours, en fait, il a jamais été seul sur le terrain. Il y avait toujours Booker, Saric, Ayton pour finir ou d'autres joueurs. En fait, c'est ça qui est important dans ces buckle plays, c'est que concrètement, c'est pas un joueur que tu fais jouer 30 minutes. Ouais. Mais sur le quart d'heure, les 20 minutes sur lesquelles il va être sur le terrain, c'est-à-dire quand Booker sort ou quand Chris Paul est dehors, il faut que tu le mettes en bonne condition. Et en fait, l'avantage de Campaign, c'est que en fait, tu peux le combiner à d'autres joueurs en fait, justement pour fluidifier tout ça. Et voilà, c'est un joueur qui a un bon impact. Mais en fait, voilà, comme on l'a dit, il est assez plafonné. Il faut pas s'attendre à un upgrade, mais je pense que de la constance, ça peut être un bon objectif. C'est Et tout, c'est l'essentiel. c'est tout ce qu'on souhaite aux fans des Suns. Et Julien, pour terminer par rapport à Cameron Payne, nous dit et en plus, il n'était pas en contractière. Et c'est vrai qu'on en connaît des escrocs comme ça qui performent en contractière pour assurer. Pour assurer leur contrat et qui derrière n'en foutent plus une. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas de Cameron Payne la saison passée. Et puis pour finir, deux possibilités pour moi. Le win now qui n'est pas évident, effectivement, ou espérer que la legacy laissée par Chris Paul soit suffisante pour enchaîner avec forcément de nouveaux bons choix, nous dit Julien. Donc oui, clairement par rapport à ces Suns là, il y a cette interrogation qui se pose pour voilà, cette fenêtre de tir par rapport au titre. Comment la renouveler après Chris Paul? En attendant, on espère pour eux et non pas pour moi en tant que fan des Nuggets, non pas pour nous tous, Cam ou Jordan. Pour nous tous qui sommes des fans Ouais. d'équipes différentes. D'équipes différentes, mais toutes dans la conférence Ouest. On le souhaite pas pour nous, mais on le souhaite pour les Suns fans qui puissent, pendant qu'ils ont encore un Chris Paul à un très haut niveau, peut-être prétendre encore une fois à ces finales et de nouveau jouer le titre. En tout cas, comme le disait très bien Jordan tout à l'heure, c'est une équipe qu'on attend assez haut dans le classement à l'Ouest qui devrait jouer le haut de tableau et surtout l'avantage du terrain puisque on l'a dit, voilà, c'est une équipe très solide qui a beaucoup de rotations intéressantes, de 3&D très intéressant, porté par un trio plutôt très fort. C'est ça, pour moi l'objectif il se situe pas en saison régulière, on va en parler du Jazz juste après, c'est pareil pour eux. Tout va se jouer après la saison régulière, donc moi j'attends d'eux de faire une saison équivalente à l'an dernier, quoi. Donc pour moi c'est top 2 minimum, quoi, cette année, si on part dans des pronos pour finir cette preview. Alors que Tom Craps nous lance un sujet ultra polémique pour finir et qu'on vous laissera débattre, sur lequel on vous laissera débattre. Il aime bien Tom, hein. En commentaire. Il aime bien Oui, des non, piquants je comme crois ça. je crois qu'il nous cherche un petit peu. Tout le monde focus beaucoup sur CP3, mais pas besoin de lui pour gagner. Il est plutôt joueur-coach. Faut laisser Booker mener davantage. La performance de Phoenix en playoff est inversement proportionnelle à son temps de jeu. Non. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin sur ces Suns-là, donc je vous laisse là-dessus pour essayer d'avoir un petit peu de débat dans les commentaires, sur les réseaux, comme vous voulez. Vous retrouvez de toute façon cette vidéo sur YouTube, et c'est là-bas plutôt, qu'on pourra se battre sur le potentiel de Chris Paul. Et juste pour finir sur ça, Vas-y. t'écoutes Tom, et tu joues sans CP3, sans Ayton. Je rigole, hein, c'est juste une blague. C'est vrai, Tom. Mais je comprends ce qu'il veut, je comprends ce qu'il veut dire. On se demande avec qui tu mènes l'équipe au titre finalement, avec des Suns finalement qui en fait des Suns en fait de il y a déjà 3-4 ans et qui donc finissaient 15e de conférence finalement. Enfin bref, on vous laissera débattre de ça dans les commentaires. Nous malheureusement nous sommes timés et on va devoir passer à la suite, alors que Cham Général ponctue très bien. On sent que tu ne portes pas Paul dans ton cœur et je ne peux qu'acquiescer, mais alors ça c'est un tout autre débat.